Hello, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux incarner un leadership au naturel, être authentique et avoir un mindset en fer forgé. On est dans le CEO Live Talk. Aujourd'hui, on va parler de leadership et de mindset. Je reçois deux invités exceptionnels, Lorenzo et Philippe. Donc, une star des voix off et de la prise de parole et de la communication et un manager international qui a managé plus de 3000 personnes dans 27 pays. Donc, nous sommes le CEO Live Talk, c'est le podcast du CEO Club. C'est un club qui regroupe des dirigeants, des experts métiers, des CEO qui font tous entre 100 000 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur le CEO Club, tu peux cliquer le lien dans la description et nous commençons la discussion avec Philippe et Arnaud autour du leadership. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, mon cher Augustin. Bonsoir comment Lorenzo. vas-tu? Bonsoir Philippe. Augustin. Je suis ravi de vous recevoir dans ce CEO Live Talk. Donc, on va parler de leadership aujourd'hui. Chouette. Alors, vous incarnez tous les deux une facette du leadership à votre façon. Donc, Lorenzo, est-ce que tu peux te présenter? Ah oui, je m'appelle Lorenzo Pancino déjà, c'est important. Comme Al Pacino, mais avec un N, tu vois. Et je suis ancien animateur radio, télé, comédien voix off. J'ai travaillé pour Fun Radio, TF1. Je suis la voix du Dîner Presque Parfait, Danse avec les stars, Disney, etc. La voix aussi de Radio FG, par exemple. Et depuis 2004, je suis entrepreneur. Et j'ai fondé en 2015 LearnyBox. J'ai inventé le système du tout en un de l'automatisation de business en ligne pour les formateurs en ligne. Le truc génial, c'est qu'en une semaine, on a créé un système qui a permis de générer à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires en une semaine. Et aujourd'hui, je donne aux leaders, aux stars aussi de la télé, de la radio, la notion de prise de parole, comment être plus impactant quand on parle, que ce soit au micro, vidéo, webinaire ou prise de parole sur scène, par exemple. Super, merci Voilà. Lorenzo. Philippe, du coup, même exercice, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci Augustin. Philippe Arnaud, alors d'abord marié, 4 enfants, ce qui est un job en soi. Carrière à l'international, donc une carrière de dirigeant où j'ai habité Hong Kong, Londres, Dubaï, Singapour et Paris. Et ma passion, c'est effectivement, dans une cadre de carrière de dirigeant, de l'idée jusqu'à peu près 3000 personnes dans 27 pays pour un job en particulier, surtout dans des pays émergents. Et ma passion là-dedans, c'est aussi la différence culturelle, puisqu'en fait, c'était gérer des équipes de plein de métiers et de plein de pays différents. Super. Merci à tous les deux. Chiche. Allez, un petit jeu. Donc, on va faire un petit vrai ou faux. Ouais. Alors, je vais vous poser une question et vous allez me dire vrai ou faux, Vrai. selon vous. OK? On n'est pas encore parti. Alors, première question. Pour le storytelling, est-ce qu'il vaut mieux une belle histoire ou un mauvais mensonge? Une belle histoire. Une belle histoire. Une belle histoire. Est-ce qu'il faut toujours montrer une posture forte, même quand on doute? Vrai ou faux? Faux. Vrai. Vrai. Le charisme, ça ne s'apprend pas. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Quand on est un CEO, quand on est un CEO, Faux. on ne peut plus se permettre de douter. Vrai ou faux? Faux. 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 Ah bah, Dernière tu vois. question. Un bon leader ne délègue jamais ce qu'il peut faire lui-même. Vrai ou faux? Complètement faux. Complètement faux. Ah oui, ça c'est complètement faux. Alors, c'est hyper intéressant parce que du coup, on va passer sur la première partie qui est le leadership, Ouais. qui est comment avoir un leadership authentique. Être un leader qui ne sonne pas faux. Donc toi, Lorenzo, par exemple, tu as cette expertise de Ah ouais. créer des storytelling via des voix. Ah oui, pour moi, l'authenticité, c'est la clé de tout. Parce que si tu te caches, si tu mets un masque, si tu joues un personnage qui n'est pas toi, ça va pas tenir longtemps. Tes équipes, déjà, vont le voir très rapidement. Tes clients, finalement, ne seront pas à l'aise et n'achèteront pas ton produit. La clé, c'est l'authenticité. Et je rejoins ce que dit Philippe, c'est que tu as beau avoir la meilleure des idées, tu as beau être le meilleur des leaders, si tu n'as pas une équipe qui est capable de transcender ton produit ou ton projet, laisse tomber, tu n'y arriveras pas. Les leaders, pour moi, ce ne sont pas des leaders. Les gens qui font des trucs, qui font des projets sans équipe, ne sont pas des leaders. Ouais. Sont pas des leaders. Les mecs, il y en a beaucoup, moi j'en connais beaucoup, j'ai coaché beaucoup de gens qui pensent avoir la science infuse. C'est complètement faux. Il faut au contraire, je crois que c'est Bronson qui disait d'engager, il faut toujours engager des gens qui sont meilleurs que toi. Ouais. Et c'est comme ça que tu vas diriger une entreprise et que tu vas la faire grossir. Parce qu'il faut avoir l'humilité d'être moins bon que tes partenaires. Mais comment vous faites, j'aimerais bien que vous répondiez un peu chacun à votre tour par rapport à ça, dans votre expérience personnelle, comment vous faites pour
être authentique dans votre leadership, que les gens qui vous côtoient, que vous dirigez, que vous managez, sentent que c'est vraiment vous et que vous n'êtes pas un copier-coller de quelqu'un d'autre? Moi, je pense que je pense que c'est très compliqué parce qu'être authentique, c'est pas naturel en fait. C'est-à-dire que quand on est promu, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, tu as parlé d'une des expériences dans lesquelles j'ai géré jusqu'à 400 cliniques dans 27 pays, effectivement 3000 employés. C'est compliqué, c'est le bordel. Et on se retrouve là et on a le syndrome de l'imposteur en disant qu'est-ce que je fous là? Voilà. Donc, Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est un mot-clé qui revient souvent. Voilà. Est-ce que tu peux développer un peu plus Le syndrome de l'imposteur en le- disant je ne suis pas qualifié pour le job. Je n'ai pas la légitimité, l'autorité. Voilà. Et donc, en fait c'est l'authenticité, c'est un processus presque de démarche et psychologique et de dire au début, on se sent incapable. Et donc, on a des mauvais réflexes. On peut avoir des réflexes d'autorité, on peut avoir il y a des tas de On se choses. recroqueville un peu, quoi. Recroqueville. Ouais. Les introvertis vont plutôt aller se cacher, fermer leur bureau. Les extravertis vont gueuler. vont en faire trop. C'est- Voilà. Et donc, en fait, c'est un processus. Une fois qu'on a passé ces étapes-là et qu'on voit qu'on commence, d'une part, à avoir une équipe avec laquelle on prend du plaisir, qu'on essaie d'ajouter de la valeur, ou en tout cas que l'équipe crée de la valeur, etc. Ça dépend un peu de chacun. On passe une étape dans laquelle on se dit, finalement, j'ai fait des tas de conneries, mais c'est pas grave. On voit qu'il y a une émulation qui se crée, qu'il y a quelque chose de positif qui se crée, et donc je me relâche, je suis plus relax, et c'est là où on commence à devenir authentique. Ouais. Quand tu commences à créer un échange avec Voilà. tes équipes. Moi, la première fois que, je sais pas, j'ai fait un town hall en Afrique du Sud où il y avait 300 personnes et que je me présentais, etc., c'était compliqué, j'étais tout rouge, je suais, je disais mais qu'est-ce que je fous là, etc. Et puis petit à petit, voilà, la deuxième fois, c'est bien passé. Après, on impose rien du tout, mais on a son style. Et moi, j'aime bien faire des blagues, surtout des blagues à 2 balles. Ah, et, toi aussi Ouais, voilà. c'est un effort. Et autres procédés. Et après, ça plaît ou ça plaît pas, mais on peut pas plaire à tout le monde non plus. Je pense rester authentique. Je pense qu'un truc important, c'est l'acceptation. Mais c'est dans tout. Moi, j'ai formé des milliers de comédiens, des gens qui sont censés jouer des personnages et être authentiques, parce que si t'es pas un mauvais comédien, c'est quelqu'un qui n'est pas authentique, justement. Et la plupart des entrepreneurs ou des stars, il faut justement aller... Pour être authentique, il faut s'accepter soi. Et donc, s'accepter soi, comme dit Philippe, c'est un processus. C'est accepter, retirer les croyances, retirer les blocages, le regard de l'autre, l'image de... Tu vois, il y a des gens qui n'osent pas faire des choses par peur de décevoir. Par exemple, il y a des leaders ou des chefs d'entreprise qui ont peur de décevoir leurs employés, donc ils n'osent pas dire des choses, ils n'osent pas donner des ordres. Mais à un moment donné, si tu es un leader... Ils n'osent pas s'imposer ou... Oui, ils n'osent pas s'imposer, ils n'osent pas... ça dépend quel profil. Si tu as un profil introverti, tu vas pas oser t'imposer. Si tu as un profil extraverti, tu vas t'imposer, mais peut-être parfois trop. Ah oui, trop dans la force. Et donc, le jeu, d'ailleurs, c'est que ce soit en voix off, en prise de parole ou autre, c'est d'être pondéré. C'est d'avoir pondéré, parce que quand tu es pondéré, tu peux monter ou descendre. Et l'essentiel, c'est de s'accepter tel que l'on est, avec ses défauts et avec ses qualités. Mais pour ça, il faut déjà définir tes forces, tes facilités et tes talents. Ouais. Et ça, c'est important de sentir quelles sont tes forces. Tu vois, les forces de Philippe ne sont pas les mêmes que les miennes. Ouais. Et tes facilités ne sont pas les mêmes que les miennes. Moi, diriger 3000 personnes, même pas en rêve, tu vois. Mais parler devant 2 millions de personnes, ça ne me dérange pas, moi. Tu vois, c'est chacun ses forces, chacun ses facilités et accepter aussi ses défauts. Moi, des fois, je le dis toujours à mes clients que je coach, je leur dis, mais vous savez, si vous apprenez votre texte par cœur, vous allez être chiant, parce que vous allez chercher la perfection. Et moi, j'ai un credo qui dit, la perfection, c'est le début de l'amateurisme. Alors que la décontraction, c'est le début du professionnalisme. Tu choisis quoi? Tu veux être pro ou amateur? Et là, il se dit, finalement, je préfère être pro. Tu vois? Et donc, l'authenticité, c'est s'accepter tel que l'on est, avec ses défauts, ses qualités, et on s'en fout du regard de l'autre. Est-ce que du coup, l'authenticité, ça s'apprend? Oui.
Mais comment tu l'apprends? Je dois bien te le Comment dire. tu apprends à être toi-même alors que tu es déjà toi-même? Tu vois, c'est ça Non, qui t'es est- pas toi-même. Il y a le toi-même de Ouais. donne-moi le sel, s'il te plaît, tu peux me servir un verre d'eau. Puis il y a le toi-même du chaud, là. Tu vois, par exemple, là, on est, qu'on le veuille ou non, on est quand même devant un micro, on parle. Mais moi, je suis moi-même, là. Philippe, il est lui-même, toi aussi. Mais tu vois, être soi-même, il y a des gens, ils vont être coincés. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de dire des conneries. Ils ont peur de mal faire, d'être jugés. Et tout ça, ça te crée un stress. C'est un lien Oui, avec moi, je la pense que- confiance en toi? Bien sûr. Ouais, Bien moi, je pense sûr. que c'est le résumé de passer de syndrome de l'imposteur, encore une fois, Oui. à l'authenticité. Et c'est donc commencer par faire des erreurs et accepter ces erreurs et après accepter d'être toi-même. Il y a une nuance par rapport à ce qu'on a dit, et je suis complètement d'accord avec ce que dit Lorenzo, c'est le fait qu'il faut aussi écouter son audience et les gens qui sont autour. C'est-à-dire qu'en fait, son style, on ne va pas le changer, mais quand même, on peut l'adapter. Et la manière de l'adapter, ce n'est pas de manière théorique, c'est en prenant le temps d'écouter Ouais. ses équipes, l'équipe de direction, les équipes en général, etc. Parce que c'est là où on peut flex, je ne sais pas comment. Oui, on français, peut. hein, Ouais. Banane, t'as qu'à dire truc, banane. Voilà. Flex un peu son style et du coup, on devient authentique, mais authentique en équipe aussi. Alors, ça, c'est intéressant parce que, tu vois, moi, au début, quand j'ai lancé, moi, j'ai commencé à former des gens, j'ai cru que j'avais une méthode et qu'il fallait. Le but, c'était là, allez, ma méthode, c'est ça, tout le monde doit suivre ma méthode. Et j'ai appris les techniques, toi, tu dois connaître les techniques d'énéagramme. Des systèmes de... C'est mieux la connaissance de soi pour mieux communiquer avec l'autre. Et là, j'ai compris que en face de toi, tu avais des personnes qui étaient totalement différentes. Donc, tu as beau être authentique, Ouais. si tu es en face de quelqu'un qui est plutôt réfléchi et que tu essayes de lui dire « Hey, viens là-bas, ça va être génial, on y va !» Lui, un réfléchi, il est là pour dire « Oui, peut-être, mais pas sûr. » C'est pas quelqu'un d'entreprenant. Et si tu lui tapes sur la tête, il viendra pas. Et donc, il faut que tu t'adaptes. Et cette notion de s'adapter, je dirais que c'est de la bienséance, c'est de la logique. Il y a deux choses que vous avez dites super importantes. C'est la première clé, je pense qu'on a trouvé, c'est la confiance en soi te permet d'être toi-même. Ouais, Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu sais pas qui t'es. c'est la Et clé. du coup, tu n'as pas l'énergie d'aller la chercher. Et la deuxième, c'est aussi de faire percevoir à ton auditoire, si j'ai bien compris, on les écoute Ouais. et qu'on est à leur diapason. Ouais. C'est ça. C'est plus que percevoir, c'est être dans une vraie écoute active, Ah oui. moi je pense. Et moi je vois bien quand je suis stressé versus, enfin non authentique, un peu stressé ou ne comprenant pas la situation, versus quand je suis authentique, c'est quand je suis beaucoup plus relax. Ça, j'ai Beaucoup une plus question. détendu. T'es C'est pas clairement. authentique quand t'es relax? On est authentique. Ah oui, quand t'es relax. Quand on est authentique, on le sent parce qu'on est beaucoup Oui. plus détendu. Ouais. Que dans d'autres situations. Même dans des situations de stress, etc. Je donne un exemple pratique. Moi, j'avais une de mes cliniques à Kaboul qui a explosé. Bon, À Kaboul. Oui. En Afghanistan. On avait une clinique à Kaboul qui un jour, un matin, on m'appelle et tout, qui a explosé. Wow. Donc, c'est des situations humaines assez compliquées. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Mais tout de suite, une cellule de crise qui se réunit, on a des conf calls, etc. Et les gens au téléphone ou en présentiel, il y en avait qui vraiment criaient. Enfin, c'était très, très émouvant et assez fort. Et je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je suis arrivé détendu en disant « Ok, maintenant on fait quoi, quoi ? C'est quoi l'action ?» Et tout le monde s'est calmé et on a commencé à travailler sur le plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc, micro-exemple. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est dans mes équipes de rédaction, les gens qui prennent cette place aussi. Hein, moi, je suis qu'un acteur au sein d'une équipe pour arriver à cette situation voilà. Et quand les gens sont authentiques, ils vont être beaucoup plus, je dirais, réfléchis, prendre des décisions, à mon avis, meilleures. Ça dépend encore du profil. Ça dépend du profil, parce que si toi tu as l'air d'être un profil plutôt pondéré et à trouver des solutions, en cas de problème, tu trouves les solutions. Il y a des gens, ils vont même pas réfléchir, ils vont rentrer dans l'art. Puis des gens qui vont se mettre en retrait, ça va dépendre du leader. Il y a tout type de leader en même temps. Oui, Hein. tout à fait. Une question que j'avais à vous poser, c'est en fait, quand tu gères des équipes, des prestataires, etc., tu as envie d'avoir une relation vraie avec eux. Ouais. Parce que comme on a dit, si tu veux être un leadership puissant, il faut être un leadership authentique. Ouais. Et on dit que c'est être toi-même. Et on a tous des problèmes, des aléas, des problèmes sentimentaux, familiaux, de boulot, etc. Et c'est très dur parfois
je sais pas si vous le ressentez, d'être toujours le même ton, d'être toujours tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et d'un coup, tu te dis, est-ce que je dois tout dire et en gros dire voilà, en ce moment ça va pas bien, etc. Quitte à paraître, pas forcément dans ton boulot, mais d'être humain et d'être vrai, ou de pas le dire. Non. Comment vous réagissez par rapport aux épreuves de la vie et comment vous interagissez avec Il y a un truc que j'ai appris à la radio, tu vois, c'est un jour j'avais 1 200 000 auditeurs à l'époque à Fun Radio, et ma maman m'appelle 3 minutes avant d'ouvrir le micro. J'ai maman, ton oncle est mort. Le rouge arrive, the show must go on. Ah ouais. Quand tu es leader, c'est la même chose. Le show must go on. Tu dois toujours. Ouais, et moi je le dis toujours, arrêtez de faire la gueule. Quand vous êtes face à des caméras, quand vous êtes dans un truc de réseautage, faites pas la gueule parce que les gens ils vont penser des choses de vous. Mais soyez toujours en mode show. C'est le show. Quand on est un leader, on se doit de montrer l'exemple. Et si tu fais la gueule, tout le monde va faire la gueule. Et là, tu aurais pu par exemple dire je me sens pas, je non. le fais pas. Alors, j'ai dit ça. Ouais. Moi, par exemple, quand je fais des conférences, j'ai perdu mon papa il y a 2 mois de cela. J'avais une conférence 2 jours après. Et dans mon storytelling, je parle de mon père, qui a été mon mentor. Et j'en ai parlé, j'ai eu l'émotion qui est montée, tu vois. C'est parce qu'à un moment donné, tu as les larmes qui montent. Ouais. Tu dis, voilà, j'ai perdu mon papa il y a 2 jours. Au moment où j'en parle, tu vois, j'ai même les larmes qui montent. Mais tu peux pas t'empêcher. Mais ça c'est toi. C'est ton émotion. Et si tu essaies de cacher ça, t'es pas humain. T'es pas humain. T'es une intelligence artificielle. Ouais. Et là, on est face à des humains. Et je pense que c'est important. En revanche, c'est important de montrer toujours que t'es un leader. Ouais. C'est important. À mon sens. Hein. Tu gardes la direction, mais tu ne caches pas l'émotion. Non, mais alors avec un prestataire, peut-être pas. Hein, t'es pas obligé de tout dire. Oui. Non, je suis tout à fait d'accord avec Lorenzo, encore une fois, malheureusement. Mais t'inquiète pas, on va trouver des trucs. Hein. Moi, mon curseur, c'est un peu l'énergie positive. C'est-à-dire que y a des moments où, effectivement, ça se passe mal le matin, etc. Il faut aller au boulot. Mais il faut quand même arriver avec une énergie positive. Les gens vous regardent. Je suis d'accord. C'est incroyable le nombre de fois où même 1 mois après, on me raconte des histoires sur mon comportement dans tel truc. Les gens me regardent, observent et ça peut être la discussion de café. Malheureusement, c'est malheureux, mais c'est donc. T'es une star. Il faut être authentique, mais en même temps, là où je rejoins totalement Lorenzo, le curseur, c'est on est obligé quand même de masquer un tout petit peu le fait que si on a un bad day, on arrive au bureau, il faut être une énergie positive. Et on la retrouve. Et moi, je prends aussi l'énergie positive des équipes qui me remontent un peu et après, ça devient une chose virtuelle. La nuance, c'est qu'effectivement, il y a quand même de temps en temps des événements un peu plus graves dans lesquels on ne peut pas le cacher, etc. Et encore une fois, ça dépend de l'audience. C'est-à-dire, si moi, c'était mon équipe de direction, j'étais beaucoup plus ouvert en disant « ça ne va pas, un truc ». Et alors que quand on est avec plus grosses équipes, etc., effectivement, il y a un côté un peu showman. T'as un vrai enjeu de dire où est-ce qu'il faut mettre la limite de quoi dire et pas dire, parce que bon, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon oncle, tout le monde peut comprendre et ça te rend, je pense, plus humain de ce que je comprends de ce que vous dites. Par contre, il nous reste 2 mois de cash. Non, tu vois ce que je veux dire, où est-ce que tu mets la limite quoi. Tu l'as trouvé la limite. Tu l'as trouvé. C'est qu'il y a des trucs que tu dis, comme tu dis, il te reste 2 mois de cash, tu vas pas le dire à ton prestataire, tu vas pas le dire aux gens avec qui tu bosses. Il y a des limites. Mais je dirais que c'est de la logique, c'est de la bienséance. C'est du bon sens. C'est du bon sens, quoi. Maintenant, tu parles d'authenticité. Moi, je prône toujours cette authenticité. Et d'ailleurs, tous les dirigeants, les CEO qui viennent pour que je leur montre comment prendre la parole quand ils sont stressés par rapport à une conférence ou autre, je leur dis, prends l'énergie. Mais si tu as peur, dis que tu as peur. Pourquoi tu ne dis pas que tu as peur ? Tu veux montrer que tu es le Superman ? Moi, un jour, je suis une conférence énorme, c'était au lancement de l'Ornibox. Je suis dans la coursive, et je suis à 3 minutes de monter sur scène. Il y a 600 personnes, que des entrepreneurs, des médecins, etc. Et il y a une dame qui vient me voir avec un collier de perles qui me dit « Vous êtes Lorenzo ?» Je dis « Oui. »« Je ne vous aime pas. »
Je ne vous aime pas, vous m'énervez. Oh, bah, vous savez quoi, vous savez motiver les gens avant de monter sur scène. Alors, vous êtes merveilleuse. Oui, je vous aime pas, là. Quand je regarde vos vidéos là avec votre voix, je vous aime pas du tout. Hein. Ah, merci. Vous appelez comment? Jacqueline. Super, merci Jacqueline. Et maintenant, et j'entends derrière, et maintenant, merci d'accueillir Lorenzo Pancino. Et là, musique, tout ça, j'arrive sur scène. Tout le monde, merci, tout ça. Et là, j'arrive, je regarde tout le monde. Je suis vraiment content d'être avec vous. Vraiment, je suis ravi. Il faut absolument que je vous raconte quand même une histoire. Il y a quelques minutes de cela, j'étais avec une certaine Jacqueline qui est là-bas. Et je raconte l'histoire. Et vous savez quoi? Elle m'a dit, je ne vous aime pas. Tout le monde rigole dans la pièce. Et donc, vous savez quoi? On va savoir pourquoi elle ne m'aime pas. On va faire venir Jacqueline. Levez-vous, applaudissez Jacqueline. Et Jacqueline, elle ne se démonte pas, elle monte sur scène. Ah oui. Ah, la mamie, elle est... Elle m'a mis 50 ans, c'est pas... Bon, et elle arrive sur scène, alors comme ça, tu ne m'aimes pas, Jacqueline, on peut se tutoyer, oui, je ne t'aime pas, parce que je n'aime pas ta voix, puis de toute façon, j'aime pas ma voix, donc j'aime pas ta voix, voilà. T'aimes pas ta voix. Donc, tu peux te présenter à tout le monde? Et là, bonjour, je m'appelle Jacqueline, je suis thérapeute, je ne sais plus ce qu'elle faisait. Et là, les gens, bon, d'accord. Est-ce que tu aimerais aimer ta voix? Elle me dit, ah oui, bien sûr. Ok. Tu vas fermer les yeux, tu vas gonfler ton ventre, puis vous tous, vous allez le faire avec moi. Et vous allez faire. Vous êtes d'accord que vous avez envie qu'elle ait une belle voix? Tout le monde fait oui. Je dis non, on dit pas oui, on dit oh oui. Et là, vous voyez le truc que je veux faire? En gros, je dis, maintenant, chaque fois que je vous pose une question, vous répondez pas oh oui. Et toi aussi, Jacqueline. Et elle fait oh oui. Oh oui, et là, ça va mieux? Elle fait oh oui, et là je fais maintenant va chercher encore plus loin. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Et là je fais, vous voyez, mon plus grand rêve c'est de faire un orgasme collectif. Bah tu vois, Jacqueline, c'est ce que tu viens de faire devant tout le monde. Et maintenant présente-toi devant tout le monde. Elle fait bonjour, je m'appelle Jacqueline, je suis thérapeute. Et là tout le monde est là. Waouh, il se lève, standing ovation. Et là elle me fait désolé Lorenzo, finalement je t'aime beaucoup. C'est énorme. Et tu vois, c'est l'authenticité qui a fait de l'amour à la haine. Voilà, de l'amour à la haine. La frontière, elle est proche. Hein. Ouais. C'est incroyable. Bon, on va enchaîner avec un petit jeu. Ok. Allez, alors je vais vous donner des phrases et vous allez devoir les terminer. Ah. Le pire conseil qu'on m'ait donné en leadership, c'est... Qui peut commencer? Le pire conseil qu'on m'ait donné en leadership, c'est de ne pas faire confiance à ses équipes et de ne pas écouter ses équipes. Ok. J'allais dire contrôle tout, décide tout. Oui. Okay. Le défaut que je vois le plus souvent chez les CEO, c'est de vouloir tout contrôler. On revient au même. Tout contrôler, oui, je l'ai déjà dit, mais le défaut, c'est l'authenticité. Enfin, on revient au point d'authenticité. Ou de gueuler tout le temps. De gueuler, Ça, c'est un défaut que j'ai vu chez pas mal, c'est de vouloir s'imposer, tu vois. C'est pas... Et d'ailleurs, c'est même avec les enfants, ça marche pas. Non. Ouais, alors même si tu... Alors le truc, c'est que les enfants, c'est les pires de tous. Je crois que c'est pire. Même tu essaies de leur faire mettre la table et ils veulent pas. Et non, tu la mets. Il y a peut-être un autre défaut, c'est vrai qu'il faut pas gueuler et être autoritaire, c'est la pire des choses. Et en même temps, il faut faire bisounours. Oui. Et il y a beaucoup de CEO, et c'est vrai qu'on entend beaucoup dans les je sais pas, les MBA de je sais pas quoi, etc. Il faut être gentil avec tout le monde, etc. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Les gens sont différents. Il faut prendre des décisions. On est dans une position... Le leadership, on oublie de le dire, c'est aussi une position de decision maker. On prend des décisions que, by the way, d'autres ne veulent pas forcément prendre. Et donc, de temps en temps, on ne peut pas être bisounours. Tu es clivant. Il faut un équilibre entre savoir prendre des décisions et les faire... et être ferme. Et être ferme là-dessus. Et en même temps, avoir cette empathie, l'authenticité, etc. dont on a parlé. En fait, faut être toi. Ouais. Je pense que dans la vie de tous les jours, quand il y a quelqu'un qui t'emmerde, tu lui dis. Je pense que c'est la même chose. Quand quelque chose... Mais il faut prendre soin de ton équipe, comme tu prends soin de ta femme. Alors, dernière chose, et de tes un autre sujet, un autre podcast. Quand vous vous sentez perdu en tant que leader, qu'est-ce que vous faites? Quand moi, je me sens perdu en tant que leader, vas-y. Non, vas-y. Non, quand je suis perdu en leader, je fais le tour des bureaux et je parle aux gens et je prends des feedbacks. Et
Ok. Si tu étais à ma place, tu ferais quoi, etc. Ok. Ça ne veut pas dire que ça sera la décision Oui. finale, mais voilà, ça Ouais. relâche un peu la pression. C'est un moment sympathique en général. Ils ont l'impression d'être et puis- écoutés, comme Et ça. puis parfois, Ils ont des bonnes non, idées. Et puis surtout, ils ont parfois des très bonnes idées. C'est ça. Ouais. c'est Ouais. sympa. Oui, moi je demande, je pose toujours la question aux personnes avec qui je bosse. Et deux choses, moi, c'est j'écoute de la musique. Ouais. Ouais, j'écoute deux trucs. Quand je vais pas bien, quand je suis paumé, j'écoute Star Wars. Ouais, et j'écoute Rocky. La musique Ah oui. de Rocky, voilà. Et deuxième chose, je vais à la mer. Parce que t'es fan de John Williams ou Ouais. Je suis allé voir le concert de John Williams. J'ai une anecdote sur John Williams qui est Ouais. marrant. C'est j'aime beaucoup aussi John Williams, tout ce qui est musique de film, parce Ouais. que j'écoute beaucoup de musique de film quand je travaille. Et à un moment, je cherchais sur internet John Williams songs. C'est songs comme en anglais. Song. Et du coup, je tombais sur John Williamson. Some. John Williamson. Donc, le Ah, nom- Son. Et Le en fait, fils. c'est un chanteur de country australienne. Et devenu, je suis du fan de lui. Je vais être son plus grand fan Excellent. en France que personne ne connaît. Et en fait, en Australie, tu vois, c'est un peu le Edith Piaf australien. Tu vois. D'accord. Et en fait, c'est John Williamson. Et c'est en fait, j'avais fait une recherche John Williams Song. Et Song, ça a été, d'accord. mal interprété par Google. Quoi. Bah écoute, si tu as l'occasion d'aller voir le concert Hans Zimmer et John Ouais. Williams, vas-y. Ah, je l'ai parce vu, que- j'ai vu le. Ouais, tu l'as vu le Incroyable. moi, ouais. incroyable. Hein. Incroyable. Ah, tu ressors. Moi, j'ai pleuré Ah ouais. dès la première. T'entends. Pam, ta, 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 ta. Ouais. C'est extraordinaire. fou, hein. Ah ouais. Écouter de la musique, moi, ça m'énergise. Ça- c'est vrai. ça- ah ouais, moi, là, Ouais, beaucoup, ouais. Je suis Ok. assez d'accord d'ailleurs. la musique, ça. Si j'ai- Ouais. ouais. Alors, Mais maintenant, je on suis va plutôt parler deep de house, mais bon. On va Deep faire- House. Ah ouais, moi aussi. Moi, j'adore la Deep House. Ouais, c'est vrai. ouais, ouais, Tu sais que Deep je suis la House, voix de ouais. Radio FG. Ah, d'accord. Parce que niveau musique, là, on est pas mal. C'est Ça Deep va. House. C'est. La belle Adjuna Deep, j'adore. Ah ouais. Ah ouais, moi, Alors, j'adore on va ça, passer etc. de la Pardon. musique. Excuse-moi, tu peux à me la- passer. Parce qu'on pourrait débattre sur les Trop podcast. musicaux pendant un certain Alors, il y a temps. les femmes, il y a la Et, musique. D'ailleurs, j'ai une boîte de musique. Bon, c'est un autre Alors, sujet. On va passer de la musique à vraiment comment voilà, on a compris c'était quoi un bon leadership, le charisme, l'authenticité, etc. Maintenant, c'est comment on le transforme dans la délégation et dans le management, dans le sens où comment on fait travailler les autres dans l'intérêt de l'entreprise, pourquoi être des bons dirigeants et que l'entreprise aille là où on a envie d'aller. Ouais. Donc, comment vous arrivez à déléguer au quotidien ce que vous devez faire, à quel moment vous déléguez, à qui vous déléguez, et comment ça se passe, et quand est-ce que ça merde. Ah, c'est plutôt Philippe, ça, mais. Ouais. Quand. Attends, quand est-ce que ça merde en premier Parce que toi, tu as. Non, alors moi, j'ai plein d'anecdotes, mais je me souviens en France, je suis devenu CEO d'une société qui était très hiérarchique. Et le point fondamental, c'est que les gens revenaient vers moi même pour Ouais. des toutes petites décisions. Et venant d'un monde assez international dans lequel la délégation est assez forte, ou doit être forte par définition, mes premiers réflexes, c'était de dire non, là-dessus, tu décides tout seul. Sur ce sujet-là. Si je serais toujours là en tant que presque coach ou mentor, mais c'est à toi de décider. Par contre, pour les décisions importantes, évidemment, je les prendrai. Et la deuxième chose que je disais, c'est mais pourquoi sur ce sujet-là, tu n'as pas parlé à ton collègue du COMEX, on travaille ensemble, avant de venir vers moi? Pourquoi t'as pas... Donc, le côté un peu silo et le côté j'ai peur de prendre des décisions, le boss, le CEO et Dieu sur Terre, c'est pour moi insupportable. Et on avait... Et donc, j'ai eu des situations qui étaient un peu comme ça, en disant, mais moi, je ne sais pas plus que toi, vas-y, prends... excusez-moi l'expression, prends... Comment tu fais pour... J'ai bien compris, pour vraiment, voilà, ok, t'écoutes les avis, mais tu dois prendre une décision, mais tu dois pas paraître non plus quelqu'un qui est indécis. Comment tu fais pour à la fois générer du feedback, écouter les autres et prendre une décision sans prendre une décision qui a l'impression que tu t'appartiens pas, en fait. Et pourquoi tu n'as pas le droit d'être indécis? Ah, bonne question. Absolu. Tu peux être indécis. Ouais, alors moi j'adore prendre des décisions, donc Moi aussi. je suis pas souvent indécis. Par contre, si j'ai déjà un avis sur une solution, la première chose c'est qu'effectivement je vais demander, j'ai posé des questions. En fait, la meilleure manière c'est de poser des questions parce que faire émerger la solution dans l'équipe, ça a tellement plus de pouvoir parce que ça va être beaucoup mieux implémenté par derrière. D'accord ? Maintenant, il y a des situations où les mecs veulent pas prendre de décision. Et donc, il y a un moment, l'heure tourne, on a plein de choses, on a 15 meetings par Bon, on jour. fait Et comme donc, ça.
Je vous propose de faire comme ça. On le fait poliment et gentiment, etc. Et puis surtout, implémentation, plan d'action, on en reparle la prochaine fois, etc. Après, nous, dans le monde du web, parce que moi je suis aussi expert web business, on fait beaucoup de ce qu'on appelle le hot seats. Je ne sais pas si tu connais les hot seats, c'est où en gros tu arrives avec ton problème, avec ton challenge, et tu as le cerveau collectif qui t'amène des idées. Et dans une entreprise, c'est un peu la même chose. Si tu amènes un challenge de l'entreprise, tu dis à tous tes employés, à toutes les personnes avec qui tu bosses, ben voilà, on a ça comme challenge. Qu'est-ce que vous en pensez et comment on peut résoudre ce challenge? Et là, tu as un cerveau collectif, tu as des gens, mais c'est extrêmement pertinent. Et des fois, tu as des gens que tu n'entends jamais qui vont sortir l'idée géniale. Ouais. Et tu vois, sur cette posture qui est de dire parle à tes collègues, prends des décisions et prends des risques finalement soi-même, là, dans ce cas-là, ça avait vraiment très très bien marché. On avait réussi à créer cette intelligence collective dont on parlait. Et ça a très bien marché grâce à chaque membre de l'équipe qui s'est pris au jeu, etc. Mais le point, c'est qu'effectivement, tu entends ça merde. Alors, quand est-ce que ça Et merde là, Pourquoi ça merde il faut reprendre le contrôle, il faut prendre les gens en individu, jamais humilier les gens en meeting, ça c'est très important, mais les prendre à part en disant là-dessus, il faut faire mieux, il faut faire comme ça, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, moi, je suis plus dans une position, encore une fois, de coach pour que les gens s'améliorent et se tirent vers le haut. Et ça crée une énergie positive des gens qui prennent des risques et qui prennent des décisions qui est extrêmement bonne et qui est communicative un peu. C'est un peu comme le rire. Pour moi, le rire est extrêmement important. Ouais. Apprendre à rigoler en groupe, c'est super important parce que c'est communicatif et ça crée quelque chose de C'est positif. la base de ma méthode, moi, le rire, tu vois. Tu commences toujours... Moi, tous mes cours commencent par des séances de rire et de 15 secondes de délire absolu. Tu mets de la musique. Il y a un truc, peut-être que toi, tu l'utilises certainement. Au début, quand j'ai lancé ma première boîte, j'avais un coach qui me disait, il y a 3 éléments très importants pour manager, c'est ne rien faire, laisser faire, ne jamais rien laisser faire. Est-ce que ça te parle? Oui, alors moi j'ai une autre expression, mais c'est à peu près pareil, qui m'a été donnée par un de mes mentors, c'était trust but verify. Donc ne rien faire, au début, c'est effectivement, c'est un peu, ça me fait penser à l'écoute en fait, de qu'est-ce qui se passe, etc. Faut poser beaucoup de questions, à comprendre, analyser. Ensuite, faire confiance et la délégation, c'est vas-y, prends des risques, etc. Par contre, moi, ce que je dis toujours aux personnes, c'est si vous avez fait une bêtise, c'est pas grave, moi j'en fais tous les jours. Ouais. Par contre, vous le faites pas 2 fois. C'est-à-dire qu'il faut apprendre le truc. Et moi, de mon côté, en tant qu'orchestrateur, chef d'orchestre d'une bande de musiciens de jazz, c'est plus aller vérifier un peu quand même derrière, etc. Trust but verify. Paraît-il que c'est une expression de Ronald Reagan de 1981. Bon, j'ai jamais vérifié la source, mais c'est ce que mon mentor m'avait dit. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations de tension extrême dans vos équipes et là où vous avez dit j'ai besoin de trouver une autre solution? Moi j'ai connu, j'avais une assistante qui a mon assistante, elle était très jolie, bon pour le truc, mais les autres membres de l'équipe qui étaient très soudés ont fait une cabale sur cette personne et nous ont obligés, moi et mon associé, à la virer. Non pas que je le voulais, mais pour le bien de l'entreprise, j'étais obligé de me séparer de cette personne. Qu'est-ce qu'elle avait fait de mal personnellement, à moi, rien. Oui, j'imagine. Mais elle avait fait... En fait, il y a eu un truc qui s'est passé, j'en sais rien. On n'en sait toujours rien. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'entreprise, mais il y a eu une cabale, tu peux pas savoir. Genre 10 personnes qui nous ont... C'était elle ou eux, quoi. C'était elle ou eux. C'était en gros, c'est soit tu la vires, soit on se barre. Et c'est un peu extrême. C'est extrême, hein. J'avoue, là, c'est... Et du coup, comment t'as réagi? On a été obligés, malheureusement, mais on est toujours amis d'ailleurs avec. C'est quand même pas une motif raisonnable. Non, mais j'ai été obligé de me séparer en disant, écoute, malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, je pense qu'il y avait des histoires de cul, hein, je pense, mais voilà, j'ai été obligé de me séparer d'elle, et à contre-cœur. Ouais, c'est hard comme histoire. C'est super. Tiens, tu veux du hard. Donc voilà. Non, moi, de mon côté, il y a 2 situations. Moi, j'ai fait du crisis management, c'est-à-dire gérer des crises dans le cadre de clients, etc., évacuation en Soudan,
Turquie, enfin j'ai plein de trucs. Et donc là, au contraire, les équipes sont assez soudées. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça part émotionnellement, ça monte dans les tours parce que les gens ont besoin de relâcher leurs émotions, etc. Mais c'est gérable parce que c'est quelque chose d'extérieur. Les situations un peu extrêmes de crise, plutôt en interne dans des réunions, par exemple, j'en ai pas beaucoup, en fait, parce que si on arrive à créer une ambiance un peu rire, etc., c'est pas... Mais ça m'est arrivé, à ce moment-là, ce que je fais, c'est qu'en général, j'interromps le meeting. Hein, c'est un peu comme quand on s'engueule avec sa femme, il faut dire, OK, stop, on revient dans une heure, je prends une heure, on revient, etc. Bon. C'est difficile, mais c'est vrai que... Mais j'ai pas de solution miracle pour être... Je pense pas qu'il y ait de solution miracle, hein, mais des situations de crise comme ça, moi j'en ai pas comme ça. Je n'en ai pas, j'ai pas tout mis à part celle-là. Il vaut mieux stopper le jeu que laisser crever l'abcès. On va résoudre le problème, mais pas forcément dans le meeting lui-même. À partir du moment où il y a des émotions extrêmes qui deviennent irrationnelles, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la rationalité des arguments. D'accord. Et ça peut arriver. Hein. Dans les prises de décision, une clinique explose à Kaboul. Prise de décision meeting, est-ce qu'on réouvre ou pas ? C'est bête. Ne pas réouvrir, peut-être que du coup, il y a des gens qui devraient être évacués en transit à Kaboul, ils ne vont pas pouvoir le faire. Ça peut peut-être créer des gens qui vont mourir en chemin. C'est un peu extrême, ce que je dis. Mais, réouvrir la clinique, c'est peut-être une menace de sécurité pour les gens là. Donc, il n'y a pas de bonne solution. Et néanmoins, il faut prendre la décision. Il faut prendre la décision. Et je pense, pour revenir au leadership, je pense que la prise de décision, c'est quand même, on l'oublie un petit peu, c'est la clé. Un des clés numéro un, c'est prendre des décisions dans des contextes d'ambiguïté, dans des contextes dans lesquels on n'a pas tous les éléments pour pouvoir décider, où les choses ne sont pas simples de décider. Voilà. De sentir indécis, c'est un petit peu le début de la fin pour un leader, du coup. Non, mais tu as le droit de douter. Oui. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision. Sinon, tu n'es pas un leader. Je suis assez d'accord. On peut douter, on peut pas difficilement être indécis. Je dirais que même c'est important de douter parce que je dirais que les leaders qui sont que dans la certitude, faut se méfier. C'est mauvais aussi. Alors maintenant, on va faire un petit j'achète pas. Alors, je vous donne une phrase, vous dites si est-ce que vous achetez ou est-ce que vous n'achetez pas. Est-ce que travailler avec des amis, c'est une mauvaise idée ? J'achète. J'achète si l'ami, tu t'es fait l'ami pendant que tu bossais avec lui. Voilà. Ok. Parce que moi, je ne travaillais plus avec des amis après. Si tu as bossé avec lui, c'est devenu ton ami, tu continues de bosser avec lui. D'accord. Oui, c'est vrai. On peut tout déléguer, sauf la stratégie. Faux. J'achète pas. Non, j'achète pas, non. Parce que tu as des très bons stratèges externes. Hein. Alors, avoir une décision, une direction stratégique, c'est extrêmement important. D'une part, parce qu'on sait là où on va, mais aussi dans la communication. C'est-à-dire que quand on fait des turn-all, etc., il faut se pouvoir exprimer sur 100 choses qu'on peut faire. On va se focaliser pendant les 2 prochaines années sur 3 choses. C'est le focus. La stratégie, c'est le focus. Et communiquer ça, c'est très inspirant de communiquer ça. Parce que les gens se disent « Ok, je vais retourner au boulot. En gros, je sais où va la boîte. » Et les gens qui perdent en leadership, les entreprises qui perdent en leadership, c'est des gens qui ne sont pas capables d'avoir, puis surtout de communiquer une stratégie claire et simple. Ok. Mais ça se délègue. C'est un point important parce que... on n'a pas trop parlé tout à l'heure, mais la stratégie et le leadership, c'est intimement lié. Et c'est comment, et on en parlera dans la 3e partie, c'est comment tu véhicules et tu communiques cette stratégie pour que tout le monde soit aligné, que tout le monde la comprenne et que tout le monde l'achète. Mais en fait, moi, je reviendrai là-dessus, c'est la stratégie, tu peux la déléguer, ta vision, tu la délègues pas. La stratégie, dans l'absolu, c'est de l'opérationnel. Tu peux expliquer ta vision, ta vision, définition entre vision et stratégie. Pour moi, une stratégie, c'est dans l'absolu, tu prends une stratégie marketing, par exemple, tu prends cette voie-là. Mais ta vision, tu sais que tu veux que ton entreprise, elle soit au sommet de l'Himalaya dans 5 ans. La stratégie, elle doit te mener à ta vision. Mais c'est toi, en tant que leader, qui apporte la vision. La stratégie, tu valides ou tu valides pas. Mais tu peux la déléguer.
D'accord. Mais la stratégie, c'est quand même le leader qui la porte. Ah oui, Elle oui. peut être co-construite. Ah oui, oui, Il bien faut sûr. idéalement qu'elle soit co-construite. C'est pour ça que je parlais de délégation. Mais après, il faut qu'elle soit oui. portée par le leader. C'est Ok. très, très important. Et là où je ne suis pas complètement d'accord, c'est qu'il faut porter une vision. On est d'accord. Oh, Première fois. Première fois. Ils C'est sont rares. c'est pour moi la vision, c'est le côté un peu humph, inspirant, parfois aspirationnel et parfois irrationnel. Mais très bien, hein, on veut être le leader, etc. Alors que la stratégie, c'est plus, ok, précisément, on va y arriver comme ça. Et mon point, c'est qu'un leader, il peut pas être que visionnaire. Il faut Sauf- aussi qu'il soit leader. Il faut sauf qu'il si soit- c'est une qu'il soit vision stratégiste. stratégique. Bon. On est d'accord. Voilà. Parce que Non, c'est mais vrai qu'on- on a tendance souvent à idéaliser les CEO en disant ah, c'est la vision, etc. Mais en fait, enfin, comme ça, c'est assez connu, c'est qu'il y a beaucoup de grands CEO qui en fait copient, s'inspirent d'autres personnes et après savent exécuter et transmettre cette vision. Oui. C'est pas des illuminés qui se réveillent le matin en disant pit, j'ai ça. Ouais. Tu vois, moi je pense que Philippe est un vrai entrepreneur, un vrai dirigeant. Moi, je pense que je suis un visionnaire qui avait une vision claire. Quand j'ai monté l'Ornibox, tu vois, j'étais un saltimbanque qui tout à coup a eu une idée incroyable parce que je répondais à un besoin du public. Et ma vision, c'était de créer un outil pour créer une communauté, une famille incroyable et que tous ensemble, on allait arriver dans le nouveau paradigme. C'était ma vision. Et voilà comment on va y arriver. Donc la stratégie nous amenait à ça. Mais j'avais une vision claire de ce que je voulais. Et je savais que c'était le chemin que tout le monde devait emprunter pour y arriver. Et il fallait une stratégie pour ça. D'accord. Alors dernière question, est-ce qu'il vaut mieux une équipe soudée qu'une équipe performante? Une équipe Alors soudée. ça, c'est on n'achète pas, c'est ça. Ouais. Alors moi, j'ai fait une réponse de Normand là-dessus, c'est-à-dire une équipe soudée, j'achète à court terme, une équipe performante, j'achète à long terme. Pas mal, ça, la réponse de Normand. Ouais. Parce qu'en fait, il faut commencer par ouais. être soudé, Oui. Ouais, inspiré, mais- etc. Il faut une stratégie. Ouais. Mais bon, on n'est pas des bisounours Ah ouais, in non. fine. C'est-à-dire qu'à long terme, il faut que le truc marche. Sinon, Ah ouais, parce que si tu as une équipe soudée, super, on est super bien, mais que ça ne performe pas, à un moment donné, tu vas vite te lasser. En revanche, si tu as une équipe performante, mais qui n'arrête pas de se tirer dans les pattes, c'est vraiment une question à la con, là. Ça me fait un peu penser. Récemment, j'ai revu Top Gun Maverick. Ah, moi aussi, je l'ai vu Et avant-hier. et à un moment, ils jouent, tu sais, la scène iconique où ils jouent football américain sur la plage, torse nu, avec leurs pecs, etc. Ouais. Et puis, tu as le général qui arrive et qui dit mais qu'est-ce que vous êtes là? Pourquoi vous n'êtes pas à l'entraînement? Il dit You want a team? You got one. Parce qu'il voit les mecs en train de jouer, etc. Mais tu C'est sais, ça. il y a une fois, j'étais on dînait avec Yannick Noah, que connaissez tous Yannick Noah, qui, à une époque, vous savez qu'il avait repris le PSG, il avait repris le management du PSG. Yannick Noah. Il l'avait pas repris comme entraîneur, mais Ouais. il l'avait fait venir comme fédérateur, comme motivateur. Et il avait pris toute l'équipe qui était en train de se mettre sur la tronche, et il est parti un week-end entier, je sais plus où c'était, à Ibiza ou autre. Ils sont venus, ils ont gagné la Coupe des Coupes à l'époque. Incroyable. Parce qu'il les a ressoudés. Mm. Ils étaient performants, ils n'étaient pas soudés, et il les a ressoudés. Là, j'ai eu la question d'un des membres du club, justement, qui avait ces problèmes de manque de communication dans l'équipe et ça partait vraiment en vrille. Et il y a quelqu'un qui lui a dit pars en séminaire avec eux. Et on lui dit non, mais surtout pas. Parce que tant que vous n'avez pas identifié un petit peu les points de friction entre vous, le séminaire va faire qu'exacerber les externes. Donc, quand est-ce que vous pensez, parce que c'est un bon exemple ce que tu viens de dire, quand tu as des équipes, etc., à quel moment il faut faire des moments de détente pour dire ok les gars, on resserre les liens, et à quel moment il faut mettre les points sur les i ou comme Alors ça, moi, ça je va pense, pas. il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Donc, Mm. la première chose, c'est construction de l'équipe. J'ai cette passion d'avoir essayé de faire ça avec plein d'erreurs sur le chemin, sur plusieurs fois dans ma carrière. Et il y a une chose qui est vraie, c'est que de temps en temps, quoi qu'on fasse, il y a un élément dans l'équipe qui a un poison et qui ne marche pas, qui a la mauvaise attitude, etc. Donc ça, c'est important de le détecter quand même assez vite, surtout quand on démarre dans un nouveau poste de dirigeant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, un membre de l'équipe va pas... Moi, je me souviens, j'avais des équipes très diverses. Dans mon équipe, j'avais une Kazakh
qui était extraordinaire, hyper efficace, mais super introverti. Donc j'avais du mal à faire parler dans les équipes, etc. Surtout en face d'un Sud-Africain très sympathique, très jovial, surexcité, etc. etc. Et apprendre à les faire travailler ensemble, c'est compliqué. Mais chacun a sa vie, chacun a ses différences, et donc on ne va pas forcément pouvoir tout régler. Voilà. Maintenant, oui, passer des bons moments en meeting et en off-site, c'est-à-dire, c'est très important. Mais toi, tu as dit, s'il y a déjà une tension dans Il y l'équipe, avait déjà des grosses faire tensions. du team building après, Ouais. mais je pense que ça dépend du team building, mais il y a des trucs qui permettent justement de faire, d'éliminer les tensions. Il y a des solutions simples. La balle dans la tête. Alors du coup, maintenant, À on la va parler Poutine, de, tu sais. on va parler de charisme et de communication, parce que le leadership, apparemment, c'est aussi Ouais. important que le management d'équipe, que l'authenticité. Troisième volet, c'est voilà, comment être charismatique et comment ta communication peut être charismatique. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, Il faut c'est... parler à Lorenzo, là. Ah, voilà. Là, je l'ai séparé. Lorenzo, Alors j'ai une phrase pour toi. Ouais, dis-moi. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, si Ouais. tu sais pas la pitcher, t'as perdu. Que cette Non, phrase tu résonne peux- en toi. Pour moi, tu peux avoir la meilleure idée du monde, si tu la vends pas, t'as perdu. Ah. Ben, parce que avant de la pitcher, faut déjà la tester, parce que moi je suis le spécialiste de milliers d'idées à la con que j'ai voulu développer, et je suis allé droit dans le mur. Et donc t'as beau la pitcher, si tu la pitches, ok, tu peux. Moi, Ouais. j'ai une force de conviction. J'ai pitché des idées géniales devant des investisseurs, les mecs ont dit ouais, on y va, c'est génial. Puis après coup, tu te dis ouais, mais t'as oublié ça, c'est pas si génial que ça. Ouais. Donc avant de la pitcher, c'est valide que déjà il y a un marché et que c'est une idée qui va se vendre. Ouais. Après, je suis d'accord qu'une bonne idée que tu as validée, si tu sais pas la pitcher, ben laisse tomber. Alors du coup... Moi, je suis vraiment d'accord. J'ai été aussi directeur commercial. J'ai géré jusqu'à 800 vendeurs dans le monde. Pour moi, pitcher, pitcher et vendre, c'est fondamental. Et le drame que ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est des bonnes idées avec une start-up que je mentor, etc., qui meurent parce qu'ils ne savent pas pitcher et vendre le truc. Ça, c'est dramatique. Tu me Donc, les envoies. pour moi, la vente et le pitch, c'est quand même essentiel. Ouais. Tu vois, par exemple, un pitch incroyable, c'est par exemple, moi, je coach des entrepreneurs et je leur permets de se payer une Ferrari tous les mois. Alors, je te l'accorde, ça peut aussi marcher avec les Porsche. Ouais. Tu vois, ça, c'est... Tu veux pas en savoir plus? Kangoo aussi ou pas? Kangoo. Tu vois, c'est par exemple, moi, je coach des entrepreneurs, je leur permets de gagner 1 mois de chiffre d'affaires en 2 heures. Parfois, ça peut prendre 3 heures. Tu vois, et rien que ça, tu te dis, merde, ah ouais, comment il fait, tu vois? Et le bon pitch, c'est quand tu veux en savoir plus, c'est quand tu teases pour essayer de... Mais il m'a dit quoi là? Wow, je veux en savoir plus. Il y a un truc intéressant, c'est que t'as pas pitché le comment. Non. Tu as pitché le résultat. Le résultat. En fait, le pitch, c'est le résultat. Bah oui. Parce que, alors, tu vois, par exemple, moi, un pitch classique, c'est, j'aide, je sais pas toi, ton pitch pour ton entreprise, mais moi, c'est j'aide les entrepreneurs en manque de résultats ou qui stagnent à exploser leurs ventes en devenant impactants quand ils présentent en vidéo, webinaire ou prise de parole. Tu vois, quand tu es dans un réseau, tu parles de ça, le gars, en 2 secondes, il sait ce que tu fais, et donc ça peut l'intéresser. Si ça l'intéresse pas, il va voir quelqu'un d'autre. Du coup, J'étais avec une start-up il y a 2 heures, un produit dingue, super innovant de streaming, enfin bon, bref. Donc je vois le produit, je trouve le truc dingue, je dis mais votre truc c'est génial, allez-y. Et il dit mais comment tu le pitches? Et le type a pitché sur le e-commerce dans le monde, etc. pendant 20 minutes, etc. J'étais limite à m'endormir et je lui ai dit là, tu es en train de tuer ton produit. Quoi. Et, donc pour moi, c'est vraiment essentiel. Et apporter le résultat que tu vas apporter à ton client ou à l'investisseur, par exemple. Quel résultat? La plupart des... Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les entreprises, tu vas dans les salons, les gens parlent d'eux. Moi, c'est moi langue. Ouais. C'est moi. Alors que le visiteur, lui, il veut qu'on lui parle de lui. En fait, il s'en fout de toi. c'est quoi les pires conseils que tu peux donner à quelqu'un qui veut faire du storytelling et avoir un art oratoire qui fait vendre? Le pire conseil, Les pires conseils.
Bonjour, je suis chef d'entreprise d'une entreprise de gobelets. Ce gobelet est en carton. Il est génial parce qu'il peut permettre de mettre n'importe quel liquide. Et regardez, quand je le mets à ma bouche, c'est génial. J'ai l'air intelligent. Voilà. J'ai l'air intelligent. Voilà. Alors que quand j'ai eu l'idée de créer ce gobelet, je me souviens parce que j'étais avec ma grand-mère. Et on était près d'une rivière et elle me donnait avec sa main comme ça, en forme de gobelet, elle me donnait de l'eau et elle me faisait « Vas-y, bois ». J'avais 4-5 ans, tu vois. Et ce jour-là, je me suis dit « Il manque un truc, quoi. Il manque un gobelet ». Et j'ai inventé le gobelet. Voilà. Ah, c'est énorme. C'est faux, hein. Ouais, et pourtant, ça a l'air tellement vrai. Et je rajouterais, si aujourd'hui t'as pas le gobelet, ça va mal se passer. Si t'as pas le gobelet, Sans c'est que t'as raté ta gobelet. vie. Hein. T'es mal. Rater ta vie. Parce que, Tu te souviendras plus de tes histoires de grand-mère. parce que ma grand-mère, elle n'est plus là. Est-ce que toi, Philippe, t'as déjà utilisé des techniques de prise de parole ou de storytelling justement pour s'adresser à tes équipes ou à tes clients? Alors, j'ai pas fait beaucoup de formation, mais je suis ravi de voir Lorenzo. Je pense que c'est un peu learning by doing. Hein. Plus on pratique, plus on y va, plus on se jette dans l'eau, plus on gère son track, plus on apprend à se détendre, à être authentique, en parler, etc., mieux c'est. C'est vraiment l'expérience. Après, il y a les... Alors, j'ai pas fait d'audience à 1 million. Hein, là, Non, bravo. mais... Hein, Après, moi, tu sais, la première fois que j'ai parlé à 18 000 personnes, c'était à Bercy. Je faisais les dance machines à l'époque. C'était un truc où tu parles devant 18 000 personnes. Ouais. Et c'est un truc... Quand tu parles en public à des gens, ça peut marcher pour tout le monde. Hein. Ça, c'est un truc tout bête. C'est de toujours aller voir les premiers rangs. Ouais, d'avoir le regard qui Mais avant même de faire ta prise de parole, tu vas parler avec les gens qui sont devant, qui te sourient, pas ceux qui font la gueule, hein, mais qui te sourient, et tu vas leur parler. Ce qui fait que ça te crée une connexion, et eux, ils sont dans l'intimité instantanée. Et dès que tu rentres sur scène, bah, tu vas leur parler à eux. Et donc, tu parles comme si tu étais avec des amis. Et ça te détend. Est-ce que parler devant 18 000 personnes, c'est plus dur que parler devant 10 personnes? Ah, ça te met un coup quand même au ventre hein, quand tu parles devant 18 000 personnes. Quand tu as des stars derrière et tout, pas facile. Mais ça dépend. Honnêtement, moi, il y a une histoire... au début, quand j'étais saltimbanque, je suis devenu entrepreneur et j'étais dans un séminaire ou une conférence d'entrepreneurs. Il n'y avait que des gens comme toi, que des dirigeants, mais avec des cravates, des gens sérieux, tu vois. Pas comme moi. Non, pas comme toi. Mais que des... Et il y avait, je sais pas, 500, 600 personnes. Et à un moment donné, le gars dit, est-ce que vous voulez poser une question ? J'ai l'habitude quand même de prendre le micro et il dit « Ok, je lève la main, oui, j'aimerais poser une question. » Et là, on me donne le micro, mais on me fait attendre 5 minutes. Ça a été les 5 minutes les pires de ma vie. Parce que j'avais le stress, j'avais le palpitant à 150. Et tu sais pourquoi ? Parce que, pour ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur. J'avais l'impression de ne pas être à ma place, parce que moi, je n'avais pas l'impression d'être un chef d'entreprise. Donc, je me suis dit, je vais avoir peur du jugement, peur d'être ridicule. D'être démasqué. D'être démasqué et de montrer que je suis nul. Et quand j'ai pris le micro, après, et tu sais ce que j'ai fait pendant 5 minutes ? J'ai respiré. Parce que, en fait, une des clés pour gérer ton stress, c'est la respiration. Tu gères, tu respires. Et au moment où je prends le micro, c'est « Bonjour tout le monde, bienvenue à vous ». Et là, hop, ça y est, c'est parti. Mais quand tu penses que tu es illégitime, bah, tu as peur. Et souvent, tu speed. Et souvent, tu speed ou alors tu gardes ta voix comme ça. Et ton corps aussi, ça c'est important, la gestuelle. La plupart des gens gardent les mains, par exemple, le long du corps et ne bougent pas. Le corps, il est très important, le langage du corps. C'est important de montrer... En fait, il y a 3 trucs. Moi, quand j'ai commencé la radio, on m'avait dit... Hein, c'est Jackie Gallois, un vieux de la vieille de la radio, qui m'a dit, avant de parler, que ce soit sur scène, en webinaire, en vidéo, à l'époque, il n'y avait pas de webinaire, mais à la radio, devant un micro, pense à être sec. Je dis, sec ? C'est quoi sec ? Moi, je veux montrer de l'enthousiasme. C'est quoi sec ? Il me dit, sec, le S... pour sourire, avant de parler à tes équipes en réunion, ou en parlant en public, souris, parce que si tu souris pas, t'es un con. Ah, d'accord. Ensuite, le E, c'est de l'enthousiasme. Si t'es pas enthousiaste, si tu donnes pas envie aux gens de t'écouter, comment veux-tu qu'ils t'écoutent ? Donc souris, sois enthousiaste. Et le C,
c'est quoi? C'est quoi selon vous le C? Connection. Non. C'est quoi? Le C? Sourire, enthousiasme. Et certitude. Non, et conviction. Ouais, enfin, Ouais, conviction. Pas mal. Pas loin. Mais conviction que la chose que tu dis au moment où tu le dis est la chose la plus importante au monde. Et ça, les gens l'oublient. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart des gens, pendant qu'ils parlent, ils réfléchissent à ce qu'ils disent. Et donc, ils sont déjà en décalage au moment présent. Et tout ça, c'est la maîtrise de la voix. Parce qu'à partir du moment où tu maîtrises ta voix, tu maîtrises ton âme, tu maîtrises ta personnalité. Et la maîtrise de ta voix, ça t'évite d'essayer d'être, ça te permet d'être. D'accord. Non, c'est super. Et donc, c'est lié à l'authenticité. Tu vois? Moi, j'ai fait beaucoup moins de prises de parole que Lorenzo, mais dans différents pays, etc. C'est un peu la question que je voulais te poser. En C'est anglais. comment tu gères le différence linguistique parce que Bah oui. tu peux être bon dans ta langue et après tu as l'anglais, tu as l'allemand. Ouais, alors moi, Tu mixes les langues? Ouais, alors moi, et à la maison et au travail, j'ai parlé plus de 20 ans en anglais. Donc en fait, j'ai presque plus de facilité aujourd'hui. Et malheureusement, mon français a diminué. Donc j'ai perdu un peu de vocabulaire. Mais le truc qui est hyper important, et je rejoins complètement Lorenzo, mais moi, ce que j'essaie, c'est de, entre guillemets, c'est dur à dire, mais vibrer à la même fréquence que mon audience. Donc j'aime bien regarder les gens avant de prendre prise de parole, voir le truc. J'essaie toujours de démarrer avec une anecdote ou toujours. un truc d'une personne à qui j'ai parlé avant, etc. Parce que ça me détend aussi, ça me permet de... Oui, et je pense qu'une bonne prise de parole, c'est quand à la fin, on voit les gens réagissent en même temps que nous, soit un sourire, soit quelque chose de sérieux, etc. En fait, sens, quand la foule ça vibre. Mais tu sais ce qui se Après, je raconte une anecdote. Je me souviens, j'avais 30 ans, je lançais un produit, j'étais complètement théorique, je ne savais rien vendre. Enfin bon, bref. Et ce qui était fabuleux dans les différences culturelles, c'est que j'étais en Asie et j'avais une communauté d'Asiatiques qui sont toujours très introvertis. Et au fond de la salle, il y avait 3 Coréens qui dormaient pendant que je travaillais. J'étais un peu déçu. Bref, j'arrive aux États-Unis. Les mecs disent yeah, c'est super, etc. Les mecs n'ont jamais rien vendu plus tard, alors que je suis reparti assez enthousiaste en disant mes commerciaux là-bas, ils vont vendre quelque chose. Je suis arrivé en France, ils m'ont dit ton produit va jamais marcher. Et puis finalement, ils ont vachement bien vendu. Mais les premiers qui ont vendu, c'est ceux qui dormaient au fond de la salle. Non, les Coréens. Ah ouais? Non. Tu vois, comme quoi. mais tu vois, ce que tu dis... Donc c'est intéressant de... Voilà, tu parles de connexion. Et pour moi, un bon speaker, quelqu'un qui va prendre la parole, c'est quelqu'un qui se connecte au cœur de son audience et non pas à sa tête. Je ne sais pas si tu as remarqué le nombre de speakers qui sont très compétents, très propres, très carrés, c'est parfait, ils disent les choses. Mais finalement, on les écoute, mais on retient rien. Ouais. Alors que quelqu'un qui va être imparfait et qui va toucher le cœur de son audience par l'émotion, par du storytelling, juste parce qu'il est lui-même, et ben les gens vont retenir ce qu'il a dit. Alors que ce qu'on appelle les experts, les consultants, les gens qui vont être très carrés, ben on retient pas. C'est ça qui est incroyable, c'est que dans un monde où tu veux avoir de la vraie information, évidemment, tu écoutes plus l'émotion de la personne que l'information qui véhicule. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est intéressant. Si tu donnes un conseil, tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu es d'accord que tout le monde se copie sur Internet, tout le monde fait la même chose. En plus, avec les chats GPT, les Claude, c'est les mêmes conseils pour tout le monde. Donc, si tu es un expert, j'en sais rien, du micro, et que tu dis, alors, je vais vous donner 3 conseils pour bien parler dans un micro. Tous les gens vont... Ouais, d'accord, 3 conseils. Mais si tu dis... Moi, je me souviens de la première fois que j'ai parlé dans un micro, c'était incroyable. J'avais peur, j'avais le palpitant, c'était incroyable. Et en plus, c'était un micro qui était unidirectionnel et qui était relié à une machine qui faisait une grosse voix. Et je me souviens de cette fois où, quand j'ai parlé, j'ai cru que c'était pas moi. Et en fait, quelqu'un qui écoutait derrière m'a dit « Oh, mais t'avais une voix incroyable !» Eh ben, ce micro, c'est un micro unidirectionnel qui s'appelle Shure. Voilà. Ouais. Là, tu fais l'anecdote et tu donnes ton conseil derrière. Ce qui est complètement différent. Bah oui, c'est super. On sent le vécu. Tu sens le vécu. Et moi, je suis d'accord. Les gens ne retiennent pas grand-chose, en fait, quand on parle en public. Et donc, peut-être. Mais, et donc, en fait, moi j'ai 2 choses. C'est l'histoire, parce qu'une histoire est importante, et la data, un chiffre. Ouais, les gens retiennent bien les chiffres. Ouais. Donc, moi, j'ai fait plein de fois le test. Une histoire
si possible, parfois une blague qui a un message, les gens retiennent vachement bien. Et puis, je sais pas, il y a 18% d'obésité dans telle région, etc. Les gens vont retenir les chiffres. Donc, j'essaye au maximum bien sûr. d'édulcorer ma structure mais de rajouter chiffres. Tu peux commencer d'ailleurs une prise de parole avec un chiffre. Il y a un truc qui est vrai, ça, c'est une étude de la Stanford University qui dit qu'une histoire est retenue 22 fois plus qu'un fait. Ouais. Tu te rends compte, 22 fois plus. Donc, tu te dis, waouh, donc raconte des histoires à gogo et tu vas transcender, tu vas enthousiasmer ton audience. On va faire un dernier petit jeu. Ouais. Alors, vous avez classé de 1 à 5, où 1, c'est hyper important, et 5, c'est pas du tout important. Limite, on s'en fiche. Dans le leadership, ce qui est important, l'authenticité. 1. Mais je croyais que tu allais donner les autres. Ah non, mais j'ai pas entendu ta réponse. Ah oui, 1. Super important. Oui. La technique vocale. J'ai envie de dire 4, 4. Le storytelling. 2. On est vraiment trop d'accord. Waouh. Ah, pas mal. Le langage corporel. 3, du coup. 3. Et l'environnement, le setup, l'endroit où tu parles. Donc, c'était sur ça, c'est scène. 5. Ça, c'est 5, ouais. C'est accessoire. C'est 5. Donc, le numéro 1 que vous avez mis, c'est vraiment l'authenticité. Ouais, lié avec le storytelling. Oui. Ouais. Mais ouais, c'est clair. Alors, les techniques vocales... Mais on ne s'est pas parlé avant, là, parce qu'on a exactement les C'est mêmes fou, ordres. C'est ça qui Mais c'est surtout, on incroyable. est cousins, on le sait. C'est réunir, Et pourtant, c'est réunir deux personnes qui et pourtant on est diamétralement opposés, même dans les parcours. Et C'est dans marrant. les parcours, c'est- vous n'auriez jamais peut-être croisé dans n'importe quoi, et puis là, on vous met ensemble. Mais je pense parce qu'on a, je pense, un peu la même énergie, on a le même Ouais. feeling positif, je pense aussi. C'est marrant, ça. Ça fait des chocs à pic, quoi. Ouais. Parce que moi, je serais Incroyable. incapable de faire ce qu'il fait. Hein. C'est vrai. Moi, je suis incapable de faire ce que tu fais. C'est ça qui est- Ah ouais. Mais il y a ce lien unique que vous avez Ouais. via le leadership, le mindset, etc. C'est Puis, hyper oui, intéressant. c'est vraiment qu'on est reliés, quoi. C'est... Et d'ailleurs, c'est un peu la conclusion de ce live talk que je voulais vous donner, enfin, que vous allez donner vous-même. Est-ce qu'il y a un point qui t'a fait réfléchir, toi Philippe, toi Lorenzo, chez Philippe ou chez Lorenzo? Oh. Tu t'es dit, tiens, il a dit quelque chose, je m'en rendais pas compte forcément comme ça, et ça m'intéresse, je le garde pour la prochaine le truc, fois, c'est qu'on ou, était d'accord pratiquement tout le long. Donc, Oui. ou un fait marquant, et puis tu t'es dit, tiens, c'est intéressant cette histoire. Non, moi, ce qui me marque dans ce qu'a raconté Philippe, c'est le fait qu'il ait dirigé 3000 personnes dans des pays différents. Et je sais, moi qui adore le pluriculturalisme et les pays, et parler plusieurs langues, je sais ce que c'est que parler plusieurs langues. Je suis admiratif de ce qu'il fait, parce que je trouve que c'est magique d'être capable de diriger 3000 personnes dans des cultures différentes, dans des langues différentes. Waouh, je dis respect, là. C'est gentil, mais c'est une équipe, hein, en fait. Hein. Oui, mais c'est toi qui la moi, dirige. Bon. Et non, mais chez Lorenzo, c'est impressionnant arriver à se maîtriser, raconter ses histoires avec émotion. Quand on parle à 1,2 million de personnes, c'est très impressionnant. Et je pense qu'il y a plein de petites choses, de techniques de prise de parole qui m'ont touché, qui sont super intéressantes. Bah, écoute, Est-ce que Et vous belle auriez, personnalité quand même. une Je personnalité. devrais pas le dire, mais Ah bah ici, on invite que des personnalités. mais c'est parce que tu on as se de la connaissait pas personnalité. et franchement, il m'a l'air sympathique. Non, mais c'est vrai, il a l'air super sympa, Philippe. Est-ce que vous auriez un dernier conseil pour tous les CEO qui nous écoutent à propos du leadership? Un conseil à donner. Ouais, j'en ai un, moi. C'est muscle ton mindset. Arrête de te faire des blocages et muscle ton mindset pour avoir un mindset de leader. C'est-à-dire, élimine les blocages, les croyances, toutes les merdouilles qui t'empêchent la peur et la connerie, je dirais. Deuxièmement, c'est améliore ton impact et ta communication pour être plus impactant quand tu fais des vidéos, quand tu parles en public et en réunion avec tes équipes, etc. Et puis, 3, il faut que tu aies une stratégie. Des fois, il y a beaucoup de CEO qui n'ont pas de stratégie, on en parlait tout à l'heure, et suis des stratégies qui gagnent. Ne prends pas parce qu'il y en a une qui ne marche pas, prends pas 15 stratégies. Suis une bonne stratégie, va jusqu'au bout et n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Jusqu'à la mort. Ah ouais, n'abandonne jamais. Et alors, je mets juste une parenthèse, n'abandonne jamais jusqu'au moment où tu te rends compte que tu es allé au bout
et que tu peux pas, que ça ne marchera pas. Et là, tu vas prendre un La autre chemin. différence entre volonté et obstination. Ouais, voilà, exactement. C'est ce que j'appelle la connerie, moi, après. C'était d'après. Et Philippe, toi, du coup, est-ce que tu as un dernier conseil pour les CEO qui nous écoutent sur le leadership? C'est l'histoire de ma vie, là, un peu. C'est difficile à résumer. Non, moi, je dirais d'abord l'écoute, arriver à formuler une stratégie. Et puis le vrai conseil, c'est prendre des décisions et fonce avec. On a le droit de se planter et se relever. Et quand on est en équipe, c'est quand même sympa parce qu'on peut aussi s'aider les uns les autres. L'idée, c'est d'aller gravir la colline, voir la montagne qui est là-haut. C'est pas facile. Il faut que tout le monde suive. C'est pas facile au quotidien, mais prendre des décisions et stick to it, comme on dit en anglais. En tout cas, merci à tous les deux Cool. d'être venus là. C'était très intéressant, très enrichissant. Merci à Un toi. grand plaisir de vous avoir connus. Et puis, de toute façon, on va rester en contact sur tous ces sujets problématiques liés au leadership et au mindset. Avec plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée et à très vite. Salut. Merci. Ciao, ciao. Ce podcast a été organisé par le CEO Club. Alors, qu'est-ce que c'est que le CEO Club? C'est un club qui regroupe des dirigeants, des C-level, des experts métiers, qui sont tous entre 100 000 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui veulent s'apporter des retours d'expérience, grandir ensemble pour arriver à performer dans leur business et être entouré des bonnes personnes avec les bons retours d'expérience. Si ça t'intéresse d'en savoir plus et tu veux rejoindre le club des CEO qui réussissent, tu peux cliquer le lien dans la description et tu auras toutes les informations pour nous rejoindre.